Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci d'écouter la radio Nucléateur et bienvenue dans l'actualité qui a marqué cette semaine. Commémoration, lundi de cette semaine, du 32e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef d'État, Cyprien Ntaryamira, péri dans un crash d'avion à l'aéroport de Kanombe au Rwanda. L'ancien président burundais, Domitien Ndayizeye, a demandé aux autorités du pays de s'activer pour que la famille de feu président Cyprien Ntaryamira soit indemnisée. Jeudi de cette semaine, c'était 17 ans, jour pour jour, après l'assassinat d'Ernest Manirumba, le vice-président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Le dit avoir fait appel sans que rien ne change jusqu'à présent dans l'avancement du dossier. Également, c'est le gouvernement du Burundi qui a encouragé la population à abandonner l'utilisation des produits contenant du mercure, une substance nocive pour la santé humaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Rétro Hebdo. Un incendie a ravagé dans la soirée de mercredi de cette semaine le secrétariat de direction de l'école et la référence amis des enfants située sur la colline Mugano de la commune et zone Matana de la province de Burunga. Selon les informations recueillies sur place, les autorités scolaires, administratives et policières sont intervenues pour éteindre le feu. La direction de l'école a affirmé que cet incident a causé plusieurs dégâts, dont des ordinateurs de bureau et leurs annexes, ainsi que plusieurs matériels scolaires qui ont été endommagés, y compris les dossiers individuels des élèves. Le directeur de cet établissement scolaire, Gilbert Luchinango, a confirmé que les dégâts étaient énormes. La cause de l'incendie n'a pas été identifiée, mais les autorités ont soupçonné un court-circuit causé par le courant électrique de la régie des eaux. Une maladie non encore identifiée qui a été signalée depuis le 28 mars dernier a toujours suscité de l'inquiétude sur la colline Kibuye et Rugazi. La maladie qui se manifeste par des maux de tête et du sang dans l'urine du patient avait déjà affecté jeudi de cette semaine plus de 27 personnes et causé la mort de 5 autres. L'administration a appelé la population au respect des mesures d'hygiène et de se faire soigner très tôt. Alexis Neshiman. Une maladie encore non identifiée connue dans la région depuis le 28 mars 2026, ça suscite une vive inquiétude dans la commune de Manda, en province de Bujumbura, selon l'administration locale. Plus de 27 personnes ont été affectées, dont 5 sont déjà décédées à l'hôpital. Les cas ont été signalés sur les collines de Kibuye et Rugazi, dans la zone de Rugazi. Les malades présentent des symptômes tels que de violents maux de tête, un affaiblissement du corps ainsi que des urines contenant du sang. Jusqu'à présent, l'origine de cette maladie reste inconnue. Les autorités sanitaires ignorent encore l'agent responsable ainsi que son caractère contagieux. Plus de 7 ménages sont touchés et plusieurs patients poursuivre actuellement des soins à l'hôpital. Le 6 avril 2026, des équipes de santé ont effectué des prélèvements pour analyser la nature de cette maladie. Des enquêtes ont également été menées dans les localités concernées. Les responsables sanitaires rappellent toutefois qu'une prise en charge rapide peut réduire les risques de complications ou de décès. Le chef de zone de Rugazi appelle à l'opération respect strict des mesures d'hygiène et invite toute personne présentant des signes de la maladie à consulter immédiatement un centre de santé. La situation reste suivie de près par les autorités. Alexis Nshimana-Wanza, Indondi Culture. Le Burundi a commémoré lundi de cette semaine le 32e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef d'État burundais Cyprien Ntaryamira, péri dans un crash d'avion à l'aéroport de Kanombe au Rwanda. C'était le 6 avril 1994, après 2 mois au pouvoir. Depuis février la même année, les circonstances de sa mort ne sont pas jusqu'ici élucidées. Ntaryamira prônait la discipline dans tous les secteurs de la vie du pays afin de cimenter la gouvernance politique. Sa disparition a été consécutive à l'assassinat le 21 octobre 1993 de Melchior Ndadaye, son compagnon, lui aussi élu comme président de la République au cours de la même année. Se rappelant de ce mot d'ordre, le curé de la paroisse cathédrale Regina Mundi a, dans une messe en mémoire de Ntaryamira, appelé à la poursuite d'un plan du président de la République non réalisé. L'abbé Félix Foupi a mentionné que beaucoup sont ceux-là jusqu'ici inspirés par le vœu de Ntaryamira. Le président Cyprien Ntaryamira a laissé un discours et a touché le cœur des Burundais. Si le public écoute nos discours, il ne capte pas seulement les paroles, ils peuvent réaliser celui avec intention de bien faire. Quand le président Cyprien a prononcé son discours,
Beaucoup sont ceux-là touchés au cœur. Ils ont pensé à quelqu'un avec principe. Ils ont crié à ce discours, un discours d'espoir alors. Malheureusement, les choses tournent autrement de ce que nous commémorons aujourd'hui. Mais certes, son discours est gravé dans la mémoire des Burundais, même en 30 ans, 35, 40, voire 50 ans, à tel point que même les petits-enfants sachent l'héritage de Ntaryamira. C'est comme un message de l'Éternel donné aux apôtres. Voilà ce dont a besoin le peuple. Que le Tout-Puissant nous guide pour réaliser le plan inachevé du président Ntaryamira et d'autres qui n'ont pas eu le temps de jouir les biens résultats de leurs initiatives. Ainsi nous interpelle aujourd'hui Jésus-Christ pour que nous enseignions la résurrection et tout ce qui serait utile pour le peuple burundais. Et l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye a demandé aux autorités du pays de s'activer pour que la famille du feu président Ntaryamira soit indemnisée. Il a indiqué que ce dossier dépasse la famille de la victime. Domitien Ndayizeye a déploré aussi que pendant toute cette période, les mobiles de cet incident ne sont pas toujours connus. Pour cette commémoration, il faut du moins se rappeler de ce qui se passait pendant ce règne. Le Burundi traversait dans des crises où, dans notre pays, on observait des pleurs et de la panique. Cyprien venait dans l'optique de remettre encore des organes institutionnels. Il voulait faire le pays dans l'état de droit, mais il a été assassiné. Avant de demander une indemnisation, il faut d'abord saisir la justice, puis mettre tout le nécessaire dans le dossier, car il y a le pays et sa famille. Mais il y a toujours le lenteur dans l'exécution. L'État devrait le suivre car un individu ne peut pas en sortir étant lui seul. C'est un président qui était mort et non Cyprien, ainsi que ses collaborateurs qui rentraient de l'étranger avec lui. Il faut savoir l'origine du clash. On peut affirmer que c'est un accident, mais ce n'est pas un accident, non. L'avion a été fusillé. Est-ce qu'il visait sur lui ou sur son collègue? Ou bien il avait pris la décision de faire tuer tout le monde. De son côté, un des compagnons de feu président Ntaryamira au sein du parti Sawanyafro-Debout, Jean de Dieu Mutabazi, il a déploré la mauvaise gouvernance qui s'observe dans les services de l'État, surtout marquée par la corruption. Jean de Dieu Mutabazi a souligné que cela est du moins contraire aux priorités qui se trouvaient dans l'agenda du feu président Cyprien Ntaryamira. Nous nous souvenons toujours de son héritage. Il prêchait la discipline dans les actes et dans les paroles. L'appel que nous pouvons lancer au gouvernement, c'est pour qu'il s'active davantage, pour que la vérité soit connue sur les responsables de ce crash qui a emporté notre président, pour que les responsables de ce crash, les responsables de cet assassinat soient connus et punis conformément à la loi. Si nous voulons nous développer, si nous voulons lutter contre la malgouvernance, nous devons observer son héritage, c'est-à-dire la discipline, et éviter tout ce qui est le désordre. Observer le respect de la loi, bâtir un état de droit. Si on n'observe pas la discipline, on ne pourra pas lutter contre la malgouvernance. Si on n'observe pas la discipline, on ne pourra pas respecter la loi. Si on n'observe pas la discipline, on ne pourra pas lutter contre la corruption. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour lancer un appel, tous ensemble, essayer de suivre l'héritage du président Ntaryamira, c'est-à-dire le respect de la discipline. Toujours au cours de cette semaine, le commissaire est encore indigné contre la disparition du dossier relatif à l'assassinat du vice-président de cet observatoire, Ernest Manirumva. Dans une conférence de presse qu'il a tenue jeudi de cette semaine, le président de l'OLICOM, Gabriel Rufyiri, a signifié que sur ce dossier, l'observatoire a fait appel sans que rien ne change jusqu'à présent. Il a ajouté que certains membres du dit observatoire qui ont été tués dans la même foulée n'ont pas jusqu'ici été rétablis également 17 ans après. Suivez Gabriel Rufyiri. 17 ans, jour pour jour, viennent de passer. Ernest Manirumva a été assassiné sauvagement dans la nuit du 8 au 9 avril 2009. L'OLICOM réclame toujours la justice pour Ernest Manirumva. Le gouvernement du Burundi a créé la première commission et la deuxième commission a produit un rapport. Malheureusement, ce rapport n'a pas été considéré dans toute son entièreté. S'il demande au gouvernement pour pousser loin les enquêtes du FBI et de l'Interpol, mais malheureusement, le gouvernement du Burundi n'a pas voulu que
certaines pistes ne soient pas explorées. D'où l'ORICOM a fait appel à la décision qui avait été rendue par la Cour d'appel de Bujumbura au niveau de la Cour suprême. Mais en 2022, 2023, 2024, l'ORICOM a suivi le dossier. On est allé à maintes reprises à la Cour suprême pour d'abord voir si le dossier existait. Mais malheureusement, force a été de constater que le dossier a disparu. Normalement, les droits des citoyens doivent être protégés par les instances habilitées. Ce n'est pas normal. Je viens de vous parler d'Ernest Manirumva, de Charlotte Mugwaneza et d'Arkate Butoyi qui a été kidnappé en 2020. C'est pas normal que des êtres humains soient assassinés, soient kidnappés et les affaires soient classées comme ça, comme si rien n'était. Et aucun dossier judiciaire ne peut disparaître définitivement au sein des cours et tribunaux. C'est du moins ce qu'a affirmé Maître Anakle Hakizimana, qui explique que lorsqu'un dossier disparaît pour diverses raisons, qu'il s'agisse d'une affaire pénale ou civile, il peut être reconstitué. Suivez Maître Anakle Hakizimana. Un dossier de tribunal ne peut pas disparaître complètement. On peut ne pas le retrouver à un certain moment. Par exemple, s'il y a un mauvais classement, c'est-à-dire un dossier a été classé dans un lieu où il ne devrait pas se trouver, puisque les dossiers sont rangés soit par province d'origine. Dans ce cas, on peut ne pas le retrouver facilement. Et s'il arrive qu'un dossier soit perdu complètement, on peut le reconstituer, soit en faisant la photocopie. Par exemple, un dossier pénal a deux dossiers, un dossier du parquet et un dossier du tribunal. Si l'un des deux dossiers est perdu, on fait la photocopie soit du tribunal, soit du parquet et on reconstruit le dossier sur le même numéro. Pour un dossier civil, s'il arrive que ce dossier ne soit pas retrouvé, on reconstruit ce dossier à partir des pièces produites par les parties, puisque le dossier est constitué par les pièces que les parties ont versées. En peu de mots, un dossier ne peut pas disparaître. On peut le reconstruire facilement et le mettre à l'ordre. Rétro Hebdo. Et des réfugiés burundais ont continué de regagner le Bercail en province de la Tanzanie sur la colline Mwirusi dans la commune Gisagara de la province de Buhumuza. Par exemple, deux familles ont été accueillies vendredi de cette semaine par les autorités locales qui ont indiqué que la population accueille chaleureusement ces rapatriés. L'administration de cette commune avait récemment demandé que l'identité des rapatriés soit soigneusement vérifiée avant de leur accorder certains droits comme des documents administratifs. Dieudonné Nyantigami. Hamed Balindogo, chef de colline, affirme qu'ils ont l'habitude d'accueillir des personnes qui rentrent d'exil, y compris des Burundais venant dans d'autres provinces. Il précise par exemple, ce vendredi, ils ont reçu des familles rapatriées. Il souligne que les habitants accueillent chaleureusement tout le monde et qu'ils ont une bonne cohabitation. Mais maintenant, les rapatriés continuent d'arriver. Hier, par exemple, j'ai accueilli des familles. Pas de mésentente déjà remarquée entre les résidents et ces rapatriés qui arrivent malgré que plusieurs d'entre eux sont originaires des autres provinces. Dans les réunions que je tiens souvent, la population manifeste leur volonté de bien accueillir ces rapatriés. Parmi les rapatriés, certains choisissent de s'installer définitivement dans cette commune de Gisagara. Ahmed Balindogo indique également que beaucoup d'enfants qui arrivent ne sont pas inscrits à l'état civil, raison pour laquelle les rapatriés ont été invités à commencer à enregistrer ces enfants. Les enfants non inscrits dans les livres de l'état civil sont nombreux. Dernièrement, les parents voulaient les inscrire, mais ils ont été appelés à attendre la décision du gouverneur pour les autoriser à les faire inscrire. Maintenant, la décision est sortie. Nous sommes en train d'annoncer cette décision et à sensibiliser les parents à faire inscrire leurs enfants. Il ajoute que sur sa colline, personne n'a encore demandé l'enregistrement au mariage. L'administrateur de la commune Gisagara, Jafet Nzirubusa, lors des récentes cérémonies de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, avait appelé à la population à bien accueillir les rapatriés. Il a aussi demandé aux autorités administratives de vérifier soigneusement leur identité avant de leur accorder le droit de demander des documents d'identité ou de se marier. Depuis janvier jusqu'au 10 mars de cette année en cours, environ 37 000 Burundais étaient déjà rentrés au pays. Le ministère burundais en charge de l'environnement a affirmé ne pas disposer de statistiques des victimes des méfaits du mercure, alors qu'elle était l'invitée à la chambre basse du Parlement mardi de cette semaine
Pour répondre aux questions des députés sur la gestion du mercure au Burundi, la ministre Karini Mbarushimana a indiqué que les recherches n'ont pas encore été menées suite à l'absence d'un laboratoire national. Elle a réagi après des préoccupations soulevées par les parlementaires quant aux conséquences de cet élément chimique sur la santé de la population. Et entre-temps, le gouvernement a encouragé la population à abandonner l'utilisation des produits contenant cet élément car cette substance est nocive pour la santé humaine. C'est notamment le cas des personnes travaillant dans le secteur de l'exploitation minière où le mercure utilisé est plus toxique que dans d'autres domaines, comme l'a indiqué toujours la ministre. L'État avec Adolphe Nijimbere. Depuis la préparation de ce projet de loi en 2019, le gouvernement du Burundi avait accordé un délai de 6 ans pour que les produits contenant du mercure disparaissent du marché burundais. Il s'agit notamment de certains équipements médicaux comme ceux utilisés pour le plombage des dents, des savons, des lampes, sans oublier le mercure utilisé dans des activités minières. Ce projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ce mardi prolonge ce délai de 2 ans à partir du moment où la loi entrera en vigueur après sa promulgation par le président de la République. Cependant, les acteurs du secteur minier et la population ne sont pas informés du danger du mercure. Selon le député Boniface Baniezako, qui s'appuie sur les échanges qu'il a eu avec certaines personnes. Les coopératives d'extraction minière et la population environnante n'ont aucune information sur les effets du mercure. De même, les alternatives au mercure restent peu connues du public, y compris la députée de Votenizigimana. Y a-t-il d'autres produits alternatifs de mercure disponibles? C'est pourquoi le député Ibrahim Ouizeye, qui fut ministre en charge des mines et de l'énergie dans le précédent gouvernement, estime qu'il est encore nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation. Il faut plus de séances de sensibilisation auprès des coopératives, surtout les petites coopératives d'extraction minière qui seraient menées conjointement par le ministère de l'Environnement SRE en charge de mines, ne fût-ce que voir comment atténuer les effets du mercure sur la population. Ces campagnes ont déjà été menées auprès des mineurs et d'autres sont prévues dans des différents secteurs, annonce la ministre en charge de l'environnement, Karini Mbarushimana. Elle a précisé qu'aucun produit contenant du mercure ne sera autorisé à entrer au Burundi durant cette période de 2 ans. Elle a également indiqué que la population utilisera des produits alternatifs sans mercure. Nous avons des produits sans alternatifs au mercure. Ce sont ces produits que la population sera appelée à utiliser ou à vendre. Jusqu'à présent, aucun chiffre n'est disponible concernant les personnes ayant souffert de problèmes de santé liés au mercure au Burundi. Toutefois, au Japon, dans la région de Minamata, en 1956, plus de 2200 personnes ont été identifiées comme atteintes de maladies causées par le mercure après 24 ans d'activité de l'entreprise Shiso, qui a ensuite été fermée en 1968. Le gouvernement japonais a présenté des excuses et des indemnisations ont été accordées aux victimes. Toujours au Parlement, le gouvernement du Burundi prévoit de diminuer le taux d'inflation de 34% actuellement à 8% jusqu'en 2028-2029 selon les critères de convergence dans les pays de la communauté est-africaine. Cela figure dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur 3 ans, élaboré pour la première fois par le Burundi et qui a été présenté à l'Assemblée nationale le vendredi de cette semaine par le ministre en charge des Finances. Certains députés ont toutefois émis des inquiétudes sur la possibilité d'atteindre cet objectif en raison des problèmes persistants de pénurie de carburant que connaît le pays. Une situation qui pourrait, selon ces parlementaires, encore être aggravée par le conflit dans les pays du Moyen-Orient. Le ministre des Finances, Alain Dikoumana, a indiqué que le gouvernement s'est déjà préparé aux conséquences éventuelles en engageant des discussions avec le Nigeria, un des grands producteurs du pétrole, Jotan Iratuzi. La réduction de l'inflation jusqu'au taux de 8% est l'une des priorités contenues dans ce document. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement indique qu'il s'agira notamment de réduire les dépenses de fonctionnement de l'État tout en orientant une grande partie des ressources vers des projets productifs et capables d'accroître la production. Cependant, concernant ces projets ainsi que d'autres prévus dans ce document, les députés ont exprimé des inquiétudes quant à leur exécution tout en se basant notamment sur la pénurie du carburant que le
Burundi connaît depuis une certaine période une situation qui risque de s'aggraver au cours des 3 prochaines années en raison des conflits qui secouent actuellement le Moyen-Orient. Le ministre des Finances, Alain Ndikumana, se veut rassurant. Il affirme que des mesures à moyen terme ont déjà été prises au cours des discussions avec l'un des pays africains qui exploite et raffine le pétrole, le Nigeria. En mars dernier, une délégation du gouvernement burundais composée du ministre des Finances Alain Ndikumana s'est rendue au Nigeria. Cette émission a permis, a indiqué le ministre, d'échanger avec des investisseurs nigérians, parmi lesquels figure l'ancien président Olusegun Obasanjo et l'homme d'affaires Dangote à la suite de la visite que ces derniers avaient effectuée au Burundi en février dernier. Le Nigeria est l'un des pays producteurs du pétrole en Afrique avec une capacité de production estimée à 1,5 million de barils par jour. Et enfin, des pêcheurs opérant dans le lac Tanganyika ont divergé sur la mesure de fermeture du lac pendant une semaine chaque mois, une mesure prise par le gouvernement du Burundi en vigueur depuis le mois de février dernier. C'est après une période de plus de 2 ans sans interruption des activités de pêche. Olivier Cuisé. Nous sommes au bord du lac Tanganyika dans un milieu où on pratique les activités de pêche. Des pêcheurs trouvés sur terrain présentent des divergences sur la fermeture du lac au cours d'une semaine pour chaque mois. Certains pêcheurs apprécient positivement cette mesure puisqu'ils trouvent de la plus-value dans leur santé. Ils précisent également qu'il peut y avoir une augmentation de production halieutique. Il y a de la plus-value puisque nous travaillons une longue période. Nous étions trop fatigués. Mais avec cette mesure, nous restons en bonne santé. Depuis la mise en exécution de cette mesure, certains ont trouvé une augmentation de production. Les pêcheurs ont besoin d'un repos. De l'autre côté, ces pêcheurs font savoir qu'il s'agit d'une mesure qui contribue à la faible production. Ils indiquent qu'ils rencontrent des difficultés au cours de l'arrêt de leurs activités de pêche. Des pêcheurs avec qui nous sommes entretenus demandent la suspension de cette mesure. Rester à la maison sans rien faire pendant une semaine, nous risquons de manquer quoi manger. Il faut qu'on nous laisse de faire des activités de pêche sans cesse. D'autres pêcheurs voient que le gouvernement devrait contribuer pour créer des activités à exercer pendant cette période pour faire vivre leur famille. Que le gouvernement crée d'autres activités qui peuvent être exercées au cours de la mise en exécution de cette mesure. La mesure sur la fermeture du lac Tanganyika qui se fait dans une semaine pour chaque mois est une mesure qui a été mise en exécution avant mai 2024. Elle a été suspendue suite à la mesure de la fermeture du lac Tanganyika dans une durée de 3 mois. Une mesure qui concernait 4 pays qui partagent ce lac n'a pas été mise en application à cause de certains pays qui présentaient leurs inquiétudes. Selon des informations fournies par ces pêcheurs, la fermeture du lac Tanganyika pendant une semaine a été redémarrée depuis février de l'année en cours. Merci Olivier Cuisera. C'est la fin de l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.